Bonjour les amis, Magie Psycho. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo en français. D'habitude, je fais quelques petites vidéos en langue arabe pour parler de la magie. La magie en général, je m'intéresse à beaucoup d'écoles différentes. Je me suis intéressé à la Kabbale, je me suis intéressé à la magie énochienne, je me suis intéressé à la magie issue des Rose-Croix, etc. Juste pour une culture générale, ce n'est pas des connaissances approfondies non plus, mais pour voir un petit peu ce qui se fait dans ces écoles européennes, on va dire, issues du Proche-Orient aussi, parce que on retrouve pas mal de méthodes, on va dire, ou de pratiques qui sont liées à la Kabbale ou issues de la Kabbale. Euh, la Kabbale qui est très très proche du soufisme musulman. L'utilisation de carrés magiques, l'utilisation de noms d'anges, etc. On trouve des évocations, etc. Euh, Moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est le point en commun entre toutes ces écoles de différentes cultures, on va dire. Les procédés restent les mêmes quand on regarde ces différentes pratiques, ces différentes écoles. On trouve que les procédés, les systèmes, le fond du système reste le même. Euh, avec les différences bien sûr qui viennent par rapport à la culture, à la langue, etc. Mais les procédés, on retrouve même des noms similaires, que ce soit dans la magie chrétienne, issue de la Kabbale, ou dans la Kabbale elle-même, etc. On trouve les mêmes utilisations des noms. Bon, je ne vais pas parler de Kabbale non plus, je ne m'y connais pas, c'est pas mon domaine la Kabbale, je me suis intéressé pour comprendre un petit peu. Euh, voilà, je ne suis pas mystique, je m'intéresse à la magie, à la pratique de la magie. Euh, Parce que c'est un volet assez différent, on va dire, de la théorie. Parce que quand on regarde beaucoup de références arabes, par exemple, on retrouve beaucoup d'écrits, notamment le livre qui est en photo là, Shams al-Ma'arif al-Kubra. Euh, c'est pareil, on trouve pas mal de choses, mais qui sont très compliquées à comprendre, très codifiées, parfois incomplètes, euh, etc. Donc du coup, la magie reste abordable avec une certaine recherche, avec un certain approfondissement, avec un maître, pourquoi pas, qui initie le pratiquant au début pour qu'il puisse comprendre les mécanismes, pour qu'il puisse franchir les étapes, les degrés, sans qu'il y ait erreur dans les procédés, etc. Je pense que c'est important. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis Magie Psycho, parce que je pense, je suis très convaincu que la magie est liée aussi à notre psychologie. On ne fait pas de magie sans aborder sa propre psychologie. Euh, voilà, donc dès qu'on commence à pratiquer de la magie, on commence à rentrer avec ses propres forces intérieures, avec ses ombres, avec ses nœuds psychiques, etc. Donc forcément, quand on met le pied dans le monde de la magie, on met aussi le pied dans le rapport avec soi, avec son inconscient, avec sa composition invisible, psychique, abstraite, etc. D'où l'importance d'aborder le monde de la psychologie avant d'aborder, ou en même temps, que d'aborder la magie à travers des lectures psychologiques, on va dire, du psychisme, de l'appareil psychique, de sa composition, etc. On peut aussi lire certaines pratiques de la magie et au moins comprendre un petit peu ce qui se passe en nous quand on aborde le monde de l'invisible. Bien sûr, la magie arabe ne diffère pas des autres magies. L'essence reste le même, le fondement reste le même. La méditation, la connexion, la concentration, après on pratique, par exemple dans les carrés magiques ou dans les talismans, on apprend à codifier l'intention consciente en intention inconsciente.
L'intention au départ à réaliser ou à travailler sur soi, etc. C'est une intention volontaire, consciente, qui se codifie. Euh, on peut le codifier à travers un talisman, à travers un carré magique. Et puis, donc c'est l'inconscient quelque part qui se met en œuvre. On laisse la place, on laisse l'espace à notre inconscient, ou une composante de notre inconscient, pour qu'elle puisse être active euh, dans, dans la formation de notre personnalité, on va dire, et dans son vécu. Euh, et pour cela, on codifie une intention consciente en une intention inconsciente euh, qui se concrétise sur un talisman ou autre chose. On est loin du monde des évocations et des invocations. On est plutôt dans la codification de l'intention, d'où l'intérêt. Moi, je pense, on parle beaucoup de la magie, de la chaos magique. Je pense que le chaos magique explique très très bien ce système de la magie, sans parler de la psychologie jungienne, hein, qui a abordé l'alchimie et le tarot et plein d'autres supports magiques. Du coup, donc la magie arabe, quand on parle de la magie arabe, elle n'est pas si différente. Ce qui diffère, ce sont les lettres qu'on utilise. On peut utiliser aussi des sourates du Coran pour concrétiser l'intention. Donc la sourate, comme dans la Kabbale, elle est choisie en fonction du domaine sur lequel on veut travailler. Et puis, l'utilisation du prénom de la personne et du prénom de sa mère pour qu'elle soit détectée, on va dire, et reconnue par le monde des esprits. Et on procède à des pratiques magiques. La magie, au début, et on va dire la magie en elle-même n'est pas faite pour concrétiser des choses matérielles ou réaliser des projets matériels. À la base, elle est faite pour l'élévation, une élévation spirituelle. C'est pour ça qu'en arabe on dit Ar-Ruhaniyat. Ar-Ruhaniyat, ce sont les esprits, c'est-à-dire le monde caché. On parle aussi de djinns dans le monde arabe. Euh, les djinns sont évoqués dans le Coran, bien sûr. Euh, et puis donc c'est tout ce monde invisible euh, qu'on aborde. Donc forcément la psychologie de la personne est importante dans cet abord parce que voilà, il faut avoir un minimum de stabilité psychique pour ne pas se perdre, pour ne pas avoir des surprises, pour ne pas être déstabilisé, etc. Puisque en abordant la magie, on aborde certains degrés et certaines couches psychiques en nous. Et il faut y aller par degrés, il faut aller progressivement afin de ne pas être déstabilisé ou perturbé psychiquement. Ça, c'est une règle, enfin, il vaut mieux le faire avant d'aborder la magie. Il vaut mieux le faire ou le faire en même temps, c'est-à-dire utiliser la magie pour soi d'abord, dans un sens, dans un but d'élévation. C'est le but primordial de la magie d'ailleurs, et être en contact avec soi et commencer à s'observer, commencer à se connaître, etc. Au début, beaucoup de gens commencent par la magie parce que on est à la recherche de pouvoir, on est à la recherche de contrôle, et puis on s'aperçoit que la magie, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas le contrôle, c'est plutôt l'harmonisation. L'harmonisation du monde, du microcosme et du macrocosme, du monde intérieur, du monde extérieur, de soi, de sa place dans le monde, de son rapport aux entités, aux esprits, aux composantes psychiques invisibles, etc. La pratique de la magie arabe repose selon les écoles, hein, comme en Europe. Il y a différentes écoles, il y a différentes orientations, même si le fondement reste le même. Dans la magie arabe aussi, il y a l'école marocaine, l'école du Proche-Orient, etc., qui diffèrent dans certains procédés, mais dans le fondement reste le même. La codification de l'intention consciente en intention inconsciente et laisser la place
à un autre espace invisible dans la participation de notre personnalité, de ses rapports avec le monde. C'est le fondement principal de la magie et de l'élévation, du travail magique de l'élévation. On rentre en contact avec des entités invisibles, on rentre en contact avec des composantes invisibles en soi et commence un rapport un rapport de synchronicité, hein, un rapport d'individuation, comme l'appelle Jung, et un travail se met en place avec la participation de nos composantes invisibles. C'est-à-dire que l'ego, le pouvoir de l'ego diminue quelque part. Le pouvoir de l'ego diminue et on laisse place à d'autres composantes en nous de participer à la formation de notre personnalité et de ses rapports avec le monde matériel et visible. La magie arabe, dans la magie arabe, il y a aussi donc la talismanie. La talismanie qui est une méthode justement de codification de l'intention consciente en intention inconsciente. C'est-à-dire à travers des lettres, des chiffres qui vont dans le sens de notre souhait, de notre objectif, etc. Nous allons les codifier en chiffres. Et puis les chiffres redeviennent des lettres, on en tire des noms d'entités, on en tire des codes, etc. On les codifie et puis on procède à un travail magique avec de l'encens, avec des bougies. Bien sûr, la magie arabe diffère de la magie, par exemple, rosicrucienne ou autre, ou par exemple la magie salomonienne, hein, qui demande beaucoup de matériel, etc. La magie arabe demande moins de matériel dans son procédé. Bien sûr, un minimum, il y a des bougies, on peut utiliser des bâtons magiques aussi. Mais tout le décor qui existe dans la magie chrétienne, par exemple, ne se trouve pas dans la magie arabe. La magie arabe est beaucoup plus simple, je ne dirais pas plus efficace, puisque chacun a sa culture, chacun utilise les supports qui lui conviennent et qui lui appartiennent. Le but reste le même, le procédé reste le même, hein, que ce soit en Asie, au Proche-Orient, en Europe, etc. On trouve que le procédé c'est le même, hein, le système est le même. C'est juste qu'il est adapté à chaque culture avec sa langue, etc. et ses religions, etc. Dans la magie kabbalistique issue de la Kabbale, hein, on va dire, hein, on utilise des versets religieux, pareil que dans la magie arabe, on utilise des versets coraniques, etc. Parfois on peut s'en passer aussi, on peut écrire juste une phrase, un mot, selon l'objectif qu'on a à réaliser, le codifier, le marier avec les codes de la personne et procéder donc à un travail magique, à une concrétisation d'un talisman qui en apparence est très abstrait, hein, devient abstrait, et donc l'intention l'intention consciente devient inconsciente et d'autres éléments invisibles entrent en participation dans la réalisation d'un objectif ou d'un souhait ou d'une rectification ou d'une guérison, etc. Une fois le talisman est fait, on a mis une bougie, on met de l'encens, parfois il y a des encens adaptés, parfois il y a des encens juste de bons encens, hein. Il n'y a pas de mauvais encens puisque dans la magie, contrairement à la sorcellerie ou la magie noire, on n'est pas dans la réalisation d'objectifs malsains, au contraire. Toutes ces choses-là doivent être éloignées, donc la magie noire ou la sorcellerie, où on utilise des entités maléfiques, là où il y a un très grand risque. Moi, je conseille personne d'aborder ce monde-là, bien que d'autres veulent bien y confronter, ça pourrait faire partie de leur évolution aussi. Là, je parle vraiment de la magie al-Ruhaniyat, il y a une magie spirituelle, une magie qui permet à l'homme d'évoluer, de prendre conscience de lui-même. Bien sûr, on l'utilise aussi pour réaliser, pour guérir, pour se débarrasser d'entités maléfiques, etc. Donc voilà, une fois que les talismans sont faits, on a la bougie adaptée, on a l'encens adapté,
Et on fait un travail de mantra, de méditation, de répétition, de concentration, de focalisation sur l'intention. Avec des méthodes, bien sûr, pour tirer, pour former, pour créer des mantras bien précis à répéter. Des méthodes de soufisme aussi, hein, c'est issu du soufisme, donc les mantras, la répétition, etc., afin de mettre en éveil l'ego et que d'autres forces euh, se mettent en activité en fait. Voilà. Euh, je reste très général, hein, je ne veux pas rentrer dans les méthodes, on va dire, de chaque objectif, de chaque travail, etc. Ça reste très très vaste. Je voulais juste parler du principe de la magie arabe qui ne diffère pas des autres magies, hein, que ce soit la même de la magie chrétienne jusqu'à la magie, la chaos magique. On observe quand même que le procédé reste le même. Et voilà. Donc voilà, une petite réflexion, une petite vidéo sur la magie pour aborder la magie arabe. Voilà. La prochaine fois, peut-être qu'on essaiera selon l'intérêt de certains, on essaiera de rentrer dans les méthodes, comment réaliser un talisman en arabe, comment utiliser la magie arabe en fait, hein, comment utiliser cela, comment réaliser un souhait, un objectif, une guérison, etc. Chaque domaine a ses procédés, même si le fond reste le même. On abordera peut-être ça plus tard, mais je voulais juste parler de la magie arabe, en fait, de sa ressemblance avec les autres magies dans le sens profond de la chose, de son lien avec la psychologie aussi. Euh, voilà. Beaucoup de gens, certains pensent qu'il n'y a rien à voir avec la magie et la psychologie. Moi, je pense que les deux mondes sont liés. Il n'y a pas de psychologie sans magie, il n'y a pas de magie sans psychologie. Se connaître, connaître ses travers, connaître ses ombres, connaître ses fondements, sa composition psychique est très très important pour la pratique de la magie, afin de ne pas être déstabilisé, ni de rentrer dans des délires ou des obsessions, etc. Ça, je pense que c'est une base, c'est un degré très très important. Et je pense qu'il est pratiqué aussi dans les écoles magiques, notamment européennes. Voilà, donc la magie, est-ce que c'est de la psychologie? Je ne sais pas, je ne saurais pas l'affirmer. On pourrait l'appeler comme ça si vous voulez, mais en fait, les noms ne sont que des noms. Ça n'enlève rien à la chose, ça ne change rien à la chose. Voilà, qu'on appelle par exemple le phénomène de la synchronicité, qu'on l'appelle phénomène magique ou synchronicité. Voilà, ce sont des appellations, mais ça ne change rien en la chose que nous pouvons ressentir, que nous pourrons vivre, que nous pouvons constater, observer, et ne pas avoir non plus d'explication logique par rapport à la chose. Donc la chose reste la chose, quel que soit le nom qu'on met dessus. Voilà les amis, je voulais juste parler une aparté comme ça sur la magie arabe. Rien de précis, mais voilà, juste une petite vidéo un dimanche matin. Merci à vous, au revoir, à bientôt.